Bienvenue à tous, mon nom est Amélie Deschênes, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Midi Snack présentée par le RTC-BQ. Le RTC-BQ, c'est le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, une organisation provinciale qui unit les forces de ses 17 membres à travers le Québec pour le développement d'un secteur bioalimentaire prospère et durable. Cette série de webinaires Midi Snack vise à outiller les acteurs du monde entrepreneurial bioalimentaire dans leur accès au marché institutionnel québécois. Des petits rappels techniques avant de débuter avec nos invités. D'abord, notez que les webinaires de la série Midi Snack sont enregistrés pour en faire bénéficier un maximum de personnes et sont disponibles sur notre site internet rtcbq.com dans la section webinaire de l'onglet Commercialisation pour une écoute en rediffusion. Pour vos questions, on vous demande d'utiliser la section Q&R. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter nos invités. Ariane Gobeil, conseillère à la mobilisation chez M361, Alexandra Rochette, enseignante à l'École des Beauprés et de la Pionnière, Catherine Audet, productrice à la ferme La Clé des Champs de Saint-Camille, et Marie-Claude Bernard, technicienne en gestion alimentaire et chef d'équipe au Centre de services scolaires des Rives du Saguenay, qui aborde le sujet d'aujourd'hui, développer des liens solides avec le milieu scolaire, ce que les entreprises bioalimentaires doivent savoir. Ariane, à toi la parole. Merci Amélie. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de ce qui est ressorti d'une enquête qu'on a menée récemment sur le milieu scolaire et l'alimentation, et aussi de ce qu'on a appris chez M361 au fil des dernières années sur la collaboration entre les entreprises bioalimentaires et le milieu scolaire. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter brièvement M361 pour ceux et celles qui nous connaissent peut-être moins. M361, c'est une organisation qui travaille à améliorer la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. Pour y arriver, on déploie plusieurs thématiques, plusieurs stratégies sociales au Québec. Je vous donne quelques exemples. On a Actise, La Lancée et Alliés sans fumée. Vous pourrez aller voir sur notre site web pour plus de détails. Depuis 2019, on s'intéresse plus particulièrement à l'augmentation de l'achat d'aliments québécois dans les écoles. C'est une thématique qui se vit à travers la stratégie sociale 100 degrés. 100 degrés rassemble une communauté de gens engagés pour la santé des collectivités. En 2019, le MAPAC, dans le cadre de la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, a confié à 100 degrés le mandat de réaliser des appels de projets sur cette thématique. Donc, grâce à ces 4 appels de projets, on a pu redistribuer en tout 3,8 millions dans les écoles. Il y a 300 écoles qui ont été financées. On parle de plus de 138 600 élèves qui ont profité des aliments du Québec à l'école, plus de 4 millions de portions servies et des collaborations avec plus de 130 entreprises bioalimentaires et producteurs locaux. Donc, on est très fiers de ces appels de projets. Dans la dernière année, 100 degrés a aussi développé des outils qui sont complètement gratuits pour soutenir l'implantation de ces projets en milieu scolaire. Donc, vous allez pouvoir voir en ligne une série de 5 cours avec 13 leçons vidéo en micro-apprentissage. Chaque leçon dure environ 5 minutes et répond à un objectif précis. C'est aussi accompagné d'un répertoire de recettes préquantifiées où chacune des recettes proposées permet d'atteindre une cible d'au moins 50 d'achat d'aliments du Québec en respectant les marques recommandées. Donc, je vous invite à visiter le site web que vous voyez à l'écran apprendre.100degrés.ca. Donc, je vous explique rapidement comment on va passer la prochaine heure ensemble. C'est un webinaire qui va se dérouler en 2 grands blocs. Donc, un premier bloc où on va parler de tout ce qui touche la compréhension du milieu scolaire. Donc, nos observations et les constats qui ressortent de l'enquête qu'on a menée par le Lab M361. Dans le deuxième bloc, on va vous présenter en fait des pistes d'action qui sont simples, qui sont réalistes pour favoriser les collaborations entre les entreprises bioalimentaires et le milieu scolaire. Tout au long de ces 2 blocs, je vais donner la parole à nos intervenantes qui ont été présentées pour qu'elles réagissent à ce que je présente. Et après chaque bloc, on va prendre vraiment un moment d'échange ensemble. Donc, vous allez avoir vraiment des exemples concrets, une perspective terrain. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser la section de questions et réponses. On va pouvoir tenter d'y répondre à la toute fin, selon le temps qu'on aura.
Donc, je reviens quand même sur nos panélistes. Amélie les a présentés brièvement, mais je veux quand même prendre le temps de les présenter. Donc, on a avec nous Catherine Audette, qui est productrice pardon, à la ferme La Clé des Champs de Saint-Camille. Bonjour. Catherine va nous apporter un regard terrain sur la réalité des entreprises bioalimentaires, sur les partenariats possibles avec le milieu scolaire. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Alexandra Rochette, qui est enseignante à l'École de la Pionnière à Saint-Joachim. Donc, elle va pouvoir nous parler de ce qui se vit plus concrètement dans les écoles quand on intègre des projets en alimentation. Et finalement, je suis très contente d'avoir avec nous Marie-Claude Bernard, technicienne en gestion alimentaire, également chef d'équipe au Centre de services scolaires des Rives du Saguenay. Marie-Claude connaît de l'intérieur la réalité de l'alimentation en milieu scolaire et tout ce que ça implique au quotidien. Donc, merci à toutes les trois d'être avec nous aujourd'hui. On a un très beau trio pour nourrir la discussion. Donc, on va maintenant entrer dans notre premier bloc, celui où on va poser le décor pour mieux comprendre le milieu scolaire. Donc, j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui quelques faits saillants qui proviennent d'un travail exploratoire qu'on a mené au début de l'année 2026 avec mon équipe. Donc, je ne vous parle pas ici des résultats d'une étude exhaustive, c'est plutôt un portrait qualitatif qui est très concret, basé sur quelques entrevues, un petit sondage qu'on a mené auprès des responsables en alimentation dans les centres de services scolaires et les commissions scolaires et qui a été enrichi aussi par l'expérience qu'on a développée au fil des années. Vous l'avez vu, on a accompagné beaucoup d'écoles dans les appels de projets 100 degrés, on a collaboré avec le terrain, donc c'est aussi le fruit de cette expérience de collaboration qu'on a. C'est un projet qui a été mené au sein du Lab M361. Le Lab M361, c'est un espace qu'on a créé dans notre organisation pour réfléchir à des enjeux de société et faire émerger des solutions innovantes. Dans cette enquête, notre objectif est vraiment de mieux comprendre ce qui se fait présentement en alimentation dans le réseau scolaire. Donc, ce qu'on partage aujourd'hui, c'est un mélange de données récentes, aussi d'observations terrain et d'apprentissage pratique. Donc, l'intention, c'est vraiment de vous offrir des repères utiles, réalistes, pour mieux comprendre comment renforcer les collaborations entre les entreprises bioalimentaires et le milieu scolaire. Et en passant, c'est une enquête qui est toujours en cours. Donc, c'est vraiment les tout premiers résultats qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, je commence tout de suite avec le premier fait saillant. Alors, la première chose à comprendre, c'est que le réseau scolaire québécois est très vaste et très diversifié. On parle de 61 centres de services scolaires, 9 commissions scolaires anglophones, 2 commissions scolaires à statut particulier. Donc, tout ensemble, ce sont des milliers d'écoles dans des réalités qui sont très différentes. On a des milieux urbains, on a des milieux ruraux. Et évidemment, ça vient avec des contraintes et des possibilités qui vont varier d'un milieu à l'autre. Donc, dans certains milieux, on va avoir des écoles très proches de fournisseurs ou partenaires, mais dans d'autres, on est dans des tout petits villages où le premier distributeur, il peut être situé à plus d'1 heure de route. À l'intérieur d'un même centre de service scolaire, on peut avoir des écoles avec des profils et des besoins complètement différents, même si ces deux écoles-là se trouvent à seulement quelques kilomètres de distance. Donc, dans nos entrevues, dans le sondage, il y a un message qui revient constamment, c'est qu'il n'existe pas de solution unique pour l'ensemble du réseau scolaire. On nous a décrit des centres de services scolaires où le milieu local est riche, avec des partenaires communautaires actifs, des municipalités engagées, des producteurs à proximité, alors que dans d'autres milieux, on travaille pratiquement en vase clos parce qu'il n'y a pas nécessairement d'offre locale qui est disponible. Donc, ce que les gens du terrain nous rappellent, c'est qu'avant même de parler d'alimentation, c'est très important de s'intéresser au contexte local. Ce qui marche dans un quartier central, dans une grande ville, ne va pas nécessairement fonctionner dans une école plus rurale, dans un milieu éloigné, et encore moins quand on a des partenaires qui vont changer d'une année à l'autre. Donc, c'est une diversité qui influence absolument tout, la logistique, les coûts, les choix de produits, les approches éducatives et même la capacité ou non d'implanter certains projets. Donc, c'est quelque chose qui est à considérer. Le deuxième élément qui ressort clairement, c'est que les moyens financiers et humains du milieu scolaire sont limités, ce qui oblige les équipes à être très créatives pour faire avancer les projets. Donc, du côté financement, il y a plusieurs écoles qui composent avec une mosaïque de petites enveloppes, donc des financements qui peuvent provenir de mesures ministérielles, de budgets internes, des fondations, des organismes communautaires, et qui peuvent varier d'une année à l'autre. Parfois, certains financements qui vont arriver plus tard aussi. Il y a une personne qu'on a rencontrée qui nous a dit quelque chose qui a marqué l'équipe.
c'est qu'avec le financement disponible, on arrive parfois à un raisin par élève. Donc, si on répartit l'aide financière, ben, on peut distribuer un raisin par élève. Donc, ça illustre bien le défi. C'est que oui, on réussit à faire quelque chose, mais pas toujours ce qui serait idéal ou ce qui serait durable. Et là, au défi financier, ben, s'ajoute un défi de ressources humaines. Il y a des capacités qui varient énormément d'une école à l'autre. Certaines ont une petite équipe qui est dédiée à l'alimentation, mais c'est plutôt rare. Dans la plupart des milieux, ça repose souvent sur une personne qui est motivée ou sur un comité informel qui a été mis en place. Les directions et les enseignants sont déjà à pleine capacité, des fois même au-delà. Il faut savoir que la gestion alimentaire, ben, ça demande des compétences spécifiques. Ça ne fait pas partie du métier traditionnel d'enseignant. Donc, ça ne fait pas non plus partie du mandat traditionnel des services de garde. Donc, quand on ajoute des tâches de réception, d'entreposage, de distribution ou encore de cuisiner des aliments, ben, c'est difficile si on n'a pas un soutien externe. Il y a une personne qui travaille sur des projets en alimentation qui nous a dit: je ne pensais pas que ce serait si lourd, ça mange mes semaines. Donc, dans ce contexte-là, ben, toutes les solutions qui vont venir réduire la charge interne, la charge logistique, administrative, ben, c'est perçu comme un avantage important. Donc, ça m'amène à me tourner vers Marie-Claude pour une première intervention. Donc, Marie-Claude, ah oui, OK, je vois l'ensemble des gens. Votre centre de service scolaire fait partie des rares à avoir une équipe qui est dédiée à l'alimentation. Donc, je suis curieuse de vous entendre. Comment ça fonctionne chez vous et quels effets positifs vous voyez concrètement avec cette approche-là? Oui, donc bonjour à tous. En effet, on est très unique. Je vous dirais que c'est depuis environ 9 années où tout d'abord, c'est une vision, une volonté de notre centre de service scolaire. Donc, la direction générale y croit, veut une avancée, veut de l'innovation. Donc, au départ, ça prend des dirigeants qui y croient. Ensuite, on a eu beaucoup de rénovation à l'interne de nos écoles. Et le désir des équipes était d'avoir des labos culinaires ou des espaces pour permettre une variété d'activités en considérant inévitablement l'alimentation, donc les ateliers culinaires, mais aussi l'horticulture, et il pouvait se vivre d'autres activités comme la robotique ou des sciences, des arts plastiques. Et le constat, c'est Excuse-moi, que Marie-Claude, je oui, t'interromps, oui, mais je vois pas ta caméra. ah, Je ne je suis sais pas si je suis la désolée, seule. je vais regarder, voir, je m'excuse. Est-ce que Que c'est les comme gens, ça? ah oui, 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 c'est mieux. Il faut désolée. que les gens puissent profiter de vous Oui, voir. absolument, je m'excuse. Je Pas de voulais sauver problème. sur le réseau Internet, mais bon, c'est bon, on va quand même me mettre à la vue. Donc, désolée. Fait qu'une fois qu'on a mis en place là, la rénovation de laboratoire culinaire, évidemment, c'est de faire vivre ces espaces. Et rapidement, on s'est rendu compte que le labo culinaire appartient à tous et à personne en même temps. Donc, inévitablement, ça devenait des espaces non utilisés, inadéquats dans le sens qu'on utilisait ça pour du rangement de matériel. Et on a réalisé que la mise en place d'une personne, d'un soutien interne, pouvait vraiment maximiser cette utilisation d'espace. Donc, est arrivé en fait, les techniciennes en gestion alimentaire. Maintenant, dans notre équipe, nous sommes 6. Donc, les 3 dernières années, nous avons décidé de faire vivre le volet éducation alimentaire durable dans une vingtaine de nos 30 établissements. À travers les 6 techniciennes, on se partage les milieux. On essaie aussi d'avoir, on a concocter, si on veut, un continuum pédagogique alimentaire rattaché à des thèmes spécifiques en fonction des saisons. Il y a vraiment aussi une cohérence entre toutes les écoles, c'est-à-dire que dans la même école, l'atelier culinaire va se vivre de la même façon, mais va être adapté en fonction de la pédagogie et du niveau d'élève, de la capacité là, de l'élève à assimiler, par exemple, des notions académiques aussi, parce que l'enseignante a un rôle à travers les ateliers culinaires où elle va pouvoir passer une matière académique. En fait, c'est de faire différent et de mettre en concret les apprentissages. On a aussi une économie d'échelle parce qu'on permet l'achat en gros ou du moins dans la même école se permettre que la recette va se réaliser 15, 20 classes
à la fois. Donc, on a une meilleure posture pour l'achat en gros, finalement. Et les bienfaits de tout ça, je pense que c'est le soutien que ça apporte à l'interne de l'école, autant pour l'enseignante qui peut se concentrer à sa pédagogie, à son enseignement, et la technicienne ou la personne en charge pour soutenir, elle est là pour mettre en place l'espace culinaire, s'assurer des allergies, des achats, voir aussi aux techniques de base en cuisine. Donc, on l'a bien nommé, les enseignantes, ça ne fait pas partie nécessairement de leur bagage dès le départ comme enseignant. Donc, on apporte un petit volet de plus qui donne une autonomie vraiment magnifique chez l'enfant. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Marie-Claude. Ça nous donne un exemple concret de comment ça peut se passer. Puis vous êtes chanceux parce que vous faites partie des rares quand même à avoir une équipe aussi grande, aussi complète. Donc, c'est super inspirant. Ça va m'amener à mon prochain fait saillant, qui est un autre enjeu majeur à considérer. C'est que même quand la volonté est là, ben, il y a un aspect logistique, un aspect d'organisation qui peut bloquer, qui est vraiment à prendre en considération. Pour beaucoup d'écoles, le principal obstacle, c'est pas le produit en soi, mais c'est vraiment tout ce qu'il faut pour que le produit arrive, qu'il soit stocké, manipulé, qu'il soit servi. Donc, le réseau scolaire doit composer, bon, premièrement avec des horaires quand même assez serrés, comme on en parlait tout à l'heure, des fenêtres de livraison aussi serrées, très peu d'espace d'entreposage, des bâtiments parfois difficiles d'accès. Tu sais, on parlait, ben, il faut accéder à tel étage. Donc, des fois, ce pas des bâtiments qui ont été conçus non plus pour recevoir un camion qui va arriver, par exemple. Il y a des infrastructures qui peuvent être limitées. Donc, au primaire, ben, il y a souvent des petits labos de cuisine, mais c'est vraiment pour l'apprentissage, c'est pas pour la production de masse. Au secondaire, ben, il y a des cafétérias, mais des fois qui peuvent être vétustes ou sous-utilisées. Il y a des distances importantes aussi à couvrir en région. Et il y a des enjeux saisonniers. Donc, on parlait, par exemple, un camion de pommes qui a été livré à une école en hiver. Ben là, les pommes ont gelé à l'intérieur, arrivent à l'école des gels. Et là, ben, c'était pas les pommes qu'on s'attendait à recevoir. Donc, on peut pas nécessairement les consommer comme on voulait. Donc, ce qui revient souvent, c'est que la régularité, la fiabilité des livraisons, c'est un point essentiel. Trouver des solutions simples qui sont stables et prêtes à servir aussi, ça peut bien fonctionner. Et nourrir les élèves ou cuisiner en masse, en grande quantité, ben, c'est perçu comme difficilement réalisable si on n'a pas un soutien externe ou si on n'a pas des infrastructures qui sont adaptées. Donc, ça répond un peu ce dont vous parliez, Marie-Claude, là, d'avoir des techniciennes, ça vient apporter ce support-là qui peut vraiment être utile. Pour illustrer la complexité, il y a une personne qui nous a donné un exemple très parlant. Elle nous disait, dans certaines zones éloignées, pour que du lait arrive jusqu'à l'école, il faut parfois le déposer dans une autre école sur la route, puis on fait intervenir un autre transporteur pour que finalement, ça se rende à l'école. Donc, c'est pas que le produit n'est pas là, mais c'est que la solution pour qu'il se rende n'existe pas nécessairement. Ça nous mène à un autre point, un dernier point essentiel. C'est que dans nos entrevues, dans le sondage, ben, il y a quelque chose de très clair. On a des acteurs scolaires qui veulent acheter davantage local. Il y a un intérêt, il y a une motivation à travailler avec les gens dans la région, mais dans la pratique, ben, ils doivent composer avec ce qui est réaliste, ce qui est possible dans leur contexte. On a plusieurs contraintes. Par exemple, la difficulté de trouver une option locale avantageuse. Ça peut être des fois parce qu'on ne retrouve pas l'équivalent qu'on avait dans une recette qui va être disponible dans une version locale, puis on est habitué de travailler avec certains produits standardisés. Ça peut être des fois parce qu'on perçoit que certains produits locaux pourraient être plus chers. C'est pas nécessairement le cas. Il y a les règles d'achat public aussi, la disponibilité variable selon les saisons et plusieurs défis logistiques dont on a parlé, surtout en milieu éloigné. Il y a plusieurs centres de services scolaires qui nous disent qu'ils réussissent à acheter local lorsque les seuils le permettent, mais c'est souvent à travers des projets ponctuels. Donc, c'est des solutions qui demeurent fragiles, qui sont dépendantes de la saison, d'un partenaire motivé ou d'un budget exceptionnel. Comme quelqu'un nous l'a dit, on veut acheter local, mais il faut que l'aliment arrive, que le coût soit raisonnable, qu'on puisse le distribuer. Sinon, ce n'est juste pas faisable. Donc, avec tout ça en tête, les défis humains, les défis logistiques et d'achat local, on comprend rapidement que ce n'est pas seulement un enjeu du côté des écoles, mais ça touche aussi directement les entreprises bioalimentaires. Donc, justement, Catherine, vous êtes productrice, vous travaillez déjà avec une école. Je sais que vous jouez aussi un rôle d'animatrice dans le milieu scolaire. Est-ce que vous pouvez me parler de votre rôle dans la communauté et comment vous arrivez à faire en sorte que les jeunes développent un intérêt pour les aliments d'ici?
Oui, effectivement. Donc, moi, j'ai une ferme maraîchère biologique qui a la chance d'être physiquement située au cœur du village. Donc, comme les écoles sont souvent aussi au cœur du village, là, on a une grande proximité avec l'école. On est dans un petit milieu, 5 000, on parle de 550 habitants. Notre école a 4 classes à niveau double. Donc, c'est ça, c'est une petite école. On a une communauté qui est assez impliquée chez nous. Donc, justement, oui, on a beaucoup d'activités culturelles, puis dans notre secteur, les ateliers des savoirs partagés m'embauchent comme animatrice, médiatrice, école communauté. Donc, j'avais déjà un rôle où j'avais des activités à faire, puis comme moi, ma force et ma place principale, c'est productrice agricole, ben on a joué aussi beaucoup autour de l'éducation alimentaire. À Saint-Camille, on a fait aussi un plan de développement de la communauté nourricière il y a 3 ans. Donc, on a mis en place un plan avec la municipalité. On a sollicité toute la communauté à savoir, à faire un répertoire de ce qu'on avait sur le territoire, de ce qu'on avait envie de voir, ce qui nous manquait, puis quel accès on voulait se doter. On s'est rendu compte aussi que dans l'intérêt général, l'école était vraiment au cœur des préoccupations. Ce que je veux dire, c'est l'éducation alimentaire via les jeunes. Puis on sait qu'avec l'école, dans les petits milieux, c'est tous les enfants pratiquement vont à l'école, qu'importe de quelle famille ils viennent. Donc, c'est ça. On a choisi d'aller aussi avec le famille, école, communauté, parce que oui, on veut entrer à l'école, mais il y a la famille autour de ça. Puis la famille alimentaire, moi, à mon entreprise aussi, j'ai la chance d'avoir un marché public. Donc, on fréquente aussi beaucoup les familles autour de ça. Moi, c'est ça, comment, dans la vision qu'on a développée ici, comment arriver à intéresser les jeunes aux aliments d'ici, c'est vraiment d'aller avec le toucher, goûter, sentir, essayer. Ils sont super ouverts à avoir vraiment plein d'activités. Puis, comme je te disais, j'ai la chance d'être l'autre côté de la rue. Donc, du moment où on a amené les jeunes planter l'ail à la ferme, l'ail est devenu un légume vedette. Puis là, après ça, je lui ai envoyé des photos sur, regardez, on est au mois de novembre, il y a une couche de neige, mais il y a plein de racines qui sont déjà en train de prendre place. Au printemps, quand ils vont marcher dans le sentier municipal, ben là, oh, c'est pas mal une des premières verdures qu'on voit pointer, les têtes d'ail. À l'automne, on les voit venir au marché, on les voit amener leurs parents au marché pour acheter la semence parce qu'eux, ils comprennent maintenant que, OK, la gousse d'ail, elle a 5 semences, ta plante dans ce sens-là, à cette profondeur-là, tu la recouvres comme ça. Donc, il y a cet attachement-là à l'aliment qui est venu de l'expérience. Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est le chemin qu'on envisage de développer là encore. Je trouve ça vraiment génial parce que ben, c'est ça, c'est vraiment un impact à long terme avec l'éducation que vous faites auprès des enfants, l'implication des familles, de la communauté, tout le monde est autour de l'école. C'est vraiment beau ce que vous faites. Ça m'amène à vous parler, en fait, à la dernière étape de ce bloc. Donc, on vient de parcourir les grandes tendances qui se dégagent du milieu du milieu scolaire, pardon, des tendances ancrées dans ce que les gens nous ont partagé. Donc, j'aimerais qu'on descende un petit peu justement vers le concret, comment ces constats se vivent réellement dans vos milieux et quelles solutions simples vous avez déjà testées là, comme intervenante. Donc, on va se lancer dans un premier bloc d'échange. Alexandra, dans ce qu'on a présenté, qu'est-ce qui rejoint le plus votre réalité en classe et quels sont vos principaux défis quand vous travaillez sur l'alimentation? Mais en fait, bonjour tout le monde. Nous, à l'école de la Pionnière, c'est un petit milieu. On est situé dans un désert alimentaire. Donc, il n'y a aucun commerce là, autour. Alors, c'est sûr que quand vient le temps de penser à nos journées cuisine qui sont une fois par 9 jours où on arrête le temps puis que toutes les classes de l'école cuisinent en même temps, ben il faut avoir une planification qui est là en partant.
Il faut une équipe dynamique qui est impliquée et qui a envie de s'embarquer dans le projet parce que ça prend du temps là, pour planifier tout ça, pour faire les achats et autres. Et puis, ça prend un désir aussi qui est là de réaliser le projet. Comme vous avez dit, Madame Audet, ça prend des familles aussi, ça prend une communauté autour qui vient nous aider, qui collabore avec nous là-dedans. Il y a toujours une crainte de l'essoufflement de l'équipe, là, de dire est-ce que ça va perdurer dans le temps parce que c'est une tâche que l'on s'ajoute. C'est sûr que de voir les sourires, de voir les gens goûter, de voir les gens manger, de voir les gens cuisiner, s'entraider, c'est super positif, c'est super plaisant, là. Fait que, tu sais, c'est ce qui nous donne tout le temps l'envie de continuer puis de replanifier le prochain jour 2, le prochain projet Oasis qu'on appelle ici, puis de continuer là, avec ça, là, dans le sens où est-ce que le temps, la planification, c'est tout ça, mais tout ce que ça donne en retour, c'est ce qui fait qu'on continue, là. Merci. Vous faites partie des enseignantes motivées quand on parle des personnes qui sont vraiment au cœur des projets. Ça illustre bien aussi ce qu'on a entendu ailleurs dans le réseau. Si on regarde justement, si on retourne du côté des producteurs qui essaient aussi de collaborer avec les écoles, Catherine, quand vous avez commencé à travailler avec les écoles, qu'est-ce qui vous a le plus étonné au début? Dans votre cas, comment s'est fait le premier contact avec l'école? Le premier contact, il y a quelques années, je vais t'avouer que moi, j'avais trouvé ça difficile parce que oui, là, les écoles sont quand même des milieux plus fermés. Puis à ce moment-là, moi, j'avais pas d'enfants d'âge scolaire aussi. Donc, de réussir à rentrer juste en tant qu'entreprise, tu sais, même si j'avais une proximité physique puis qu'on se connaissait déjà, du moins de vue, c'est plus difficile d'entrer. L'entrée s'est faite avec des organismes, soit paramunicipaux, la Corporation de développement qui a mené un premier projet en agroalimentaire, donc qui a une certaine crédibilité puis qui est déjà sur place. On a eu aussi, on a les ateliers des savoirs partagés qui aussi s'occupaient de partager les savoirs, donc de créer des activités entre la communauté et l'école. Donc, ça s'est fait aussi les premiers pas via des projets. C'est sûr aussi que c'est ça, tu sais, les horaires sont assez chargés, les temps sont vraiment fixes. Si la récréation est à 10h18, puis que c'est là où est-ce que les enseignants ou que les responsables de projet, ils ont un peu de temps. Donc, c'est ça, il faut être assez rejoignable, là. Moi, c'était un défi aussi, si j'ai pas de réseau sur ma ferme au début, c'est vraiment d'avoir c'est ça, des bons contacts. Après ça, c'est ça. Effectivement, quand mes enfants sont rentrés à l'école, ben là, peut-être que pour moi, là, c'est devenu moins, c'est devenu un milieu qui était moins fermé. Puis en ayant localement un plan de développement communauté nourricière, ben là, l'école a aussi, tu sais, il y a eu une compréhension de l'école que le milieu, les familles et les organismes de la communauté étaient vraiment motivés à ce que l'agroalimentaire soit à l'école. Donc, on avait des parents qui voulaient faire partie des comités, des activités qui étaient aussi. Puis de là, est arrivé plein de projets plus structurés, plus structurants via d'autres organismes que juste ma ferme pour entrer à l'école. J'ai fait très naturellement avec les enfants puis les partenariats qui existaient déjà pour collaborer avec l'école. Je voudrais qu'on entende la perspective du côté du centre de services scolaires. Marie-Claude, vous êtes en plein cœur de ces collaborations. Vous avez une vue d'ensemble que peu de personnes ont. Parmi les points mentionnés, qu'est-ce qui touche le plus votre travail quand vous faites le lien entre la pédagogie et l'alimentation? Comment vous arrivez à intégrer des produits régionaux dans vos projets? Donc, tout d'abord, hein, au niveau de l'activité culinaire, oui, on va permettre les apprentissages sciences, mathématiques, français, mais il y a aussi toutes les compétences transversales qui sont développées. Autant le fait de devoir attendre son tour, de devoir respecter son espace de travail, les techniques de lavage de vaisselle. Donc, tout vient bien travailler. L'expérience culinaire ou horticole vient mettre en lumière vraiment ces compétences-là. Et pour arriver à introduire ou à
à informer les jeunes sur les produits régionaux. Nous avons réalisé un continuum sur 6 années. Donc, l'enfant qui sera du préscolaire à la 6e année aura la chance de voir l'équivalent, en fait, de 30 thèmes différents. Évidemment, certaines écoles ne sont pas en mesure de vivre 5 ateliers dans toute l'école pendant l'année au complet. Des fois, c'est 2 thèmes, des fois, c'est 3 thèmes. Plusieurs conséquences reliées soit au financement, à la disponibilité et au nombre d'élèves. J'ai des écoles avec 800 élèves, donc c'est sûr, le temps de voir tout le monde prend environ 2 mois. Et en travaillant avec les saisons, on s'assure d'aller chercher un producteur, un maraîcher le plus possible de proximité. On a quand même une variété là, dans notre territoire, autant rural que urbain, éloigné, peu éloigné. Donc, on essaie de permettre de faire ces échanges-là et d'utiliser, par exemple, un exemple concret, la camerise, qui est un produit là, qu'on retrouve au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le producteur de camerise avec qui on a fait affaire, bien, ça nous a permis évidemment de mieux connaître le produit, mais aussi de l'utiliser en achat de masse et de le faire voir à travers toute la région, autant éloignée que urbaine. Et durant l'année, c'est comme ça qu'on fait vivre en fait les petits produits régionaux, si on veut. Évidemment, vous comprendrez que la camerise, elle arrive une fois dans le cycle de 6 ans. C'est un peu peut-être la partie moins intéressante qui permet, qui manque un peu de fréquence. Par contre, le fait d'avoir pris le temps de bien expliquer ce produit-là, d'avoir réfléchi comment il pousse, comment le cuisiner, on crée un intérêt chez le jeune qui le ramène à la maison. Et inévitablement, ben, ça fait boule de neige. L'enfant va avoir envie de le racheter, va avoir envie de cuisiner à nouveau cet aliment. Et au travers de d'autres projets culinaires, que ce soit par des déjeuners, par des offres de collation dans nos écoles, on essaie de réintroduire à ce moment-là l'aliment qui avait été présenté au courant d'ateliers culinaires. C'est l'objectif, c'est de vraiment bien arrimer l'ensemble de tout et de faire en sorte que ce soit éducatif. Donc, on ne dit pas que le monde scolaire sert à éduquer. Donc, les minutes sont importantes, mais au travers de cette cuisine, c'est ce qui fait la beauté de tout ça, c'est qu'on le fait sans trop s'en rendre compte et avec beaucoup de bonheur puis d'intérêt parce que là, on comprend mieux aussi de où vient la nourriture et qu'il y a vraiment une personne à l'arrière de toute cette production-là. Donc, nous, on le fait vivre comme ça. On essaie vraiment de prendre le temps d'explorer et d'expliquer concrètement l'aliment, à quoi il sert et d'où il vient. Ça donne un beau bagage, des belles compétences pour plus tard, comme citoyen, comme futur adulte. Merci beaucoup, Marie-Claude. Donc, merci pour ces beaux échanges. Ça explique vraiment bien comment les constats peuvent se vivre concrètement dans les milieux. C'est justement là que j'ai envie d'aller. Comment on transforme tout ça en actions simples, en actions réalistes? Parce qu'au-delà des constats, bien, l'objectif du webinaire, c'est aussi d'offrir des pistes d'action que chacun peut mettre en place à son rythme, dans sa communauté, selon sa réalité. Donc, on va entrer dans un deuxième bloc qui présente des pistes d'action concrètes pour soutenir des collaborations efficaces entre le milieu scolaire et les entreprises bioalimentaires. Donc, le premier grand levier, bien, c'est d'adapter l'offre aux réalités du milieu scolaire. Donc, si on souhaite faire une collaboration, bien, c'est important de prendre le pouls du fonctionnement de l'école ou du centre de services scolaire avec qui on souhaite collaborer pour trouver la meilleure façon de faire. Donc, prendre en compte ce dont on a parlé, là, que le milieu scolaire est très structuré, que c'est un quotidien qui est rythmé par les entrées, les pauses, les récréations. Donc, quand il y a un imprévu logistique, bien, ça peut vite devenir un casse-tête. Donc, simplifier le travail du personnel, ça devient une stratégie gagnante. Ça peut être aussi simple que de proposer des plages de livraison fixes qui vont respecter l'horaire, par exemple, tôt le matin, ou encore des formats mieux adaptés. Je pense à des caisses fractionnées ou des portions qui vont être déjà prêtes à distribuer. Même une fiche logistique avec certaines informations importantes sur les produits, ça peut faire une différence. Donc, ça peut paraître des petits détails, mais pour les écoles, c'est quelque chose qui peut être utile. Adapter l'offre, c'est aussi proposer des produits école compatibles. Donc, on parle de produits qui sont prêts à l'emploi et qui vont demander peu de manipulation. On le sait, le personnel scolaire manque de temps, doit souvent gérer plusieurs responsabilités. Donc, des fois, ça peut être d'offrir un petit guide visuel d'une page ou un coup de pouce au démarrage, être présent au départ, ça peut changer la donne.
Un autre point important qu'on peut souvent sous-estimer, c'est le moment où vous entrez en contact. Parce que les écoles fonctionnent quand même avec un cycle annuel qui est serré. Donc, si vous arrivez en septembre ou en octobre, ben, ça peut être trop tard. C'est déjà ficelé, l'année scolaire commence, tout est déjà planifié. Par contre, si vous contactez les équipes entre mars et juin ou encore plus tôt, janvier, février, ben là, vous pouvez arriver en fait, avant que tout soit ficelé et être capable de vous intégrer dans une planification pour l'année à venir. Donc, ça peut être intéressant d'y aller vraiment en amont pour l'année suivante. Bien sûr, adapter l'offre alimentaire, ben, ça ne veut pas dire non plus trop se compliquer la vie. On sait que les entreprises ont aussi plusieurs contraintes, la saisonnalité, disponibilité, rentabilité, capacité de production. Le plus important, c'est d'être transparent sur ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, ça peut éviter les malentendus et ça renforce la confiance. Donc, l'idée, ben, c'est de proposer quelques formats compatibles, des produits stables pour les longs transports d'hiver, c'est déjà énorme. Et l'idée, c'est pas de tout personnaliser, mais trouver un terrain commun qui va respecter la réalité des deux côtés. Justement, une fois que l'aspect logistique est plus fluide, ben, il reste un autre élément qui est important, ce qui se passe en classe, parce qu'au-delà de livrer un produit, ben, on en a parlé, il y a tout l'aspect pédagogique qui doit suivre pour que ça prenne vie auprès des élèves. Donc, avant qu'on entre dans le prochain constat, ben, j'aimerais aller chercher le regard d'une enseignante, donc Alexandra. Avant que je présente le prochain constat en lien avec le volet pédagogique, comment le producteur peut se mettre en soutien aux besoins des écoles? Mais en fait, comme vous avez dit, proposer des activités selon les saisons, rentrer en contact aussi avec nous. Là, nous, cette année, on commence notre projet. On est en une première année, on est en un an 1, mais on souhaite se faire connaître, on souhaite qu'on parle de nous de façon à ce que les producteurs qui sont autour viennent nous voir en nous proposant des produits. Puis souvent, nous, à partir de ces produits-là, on fait notre planification, puis on élabore nos activités. Ils peuvent aussi nous faire des suggestions, des recommandations, valoriser certains produits qu'on pourrait découvrir et autres. L'autre point de livraison aussi, qui est quand même, tu sais, qui est gagné du temps, là, si le produit est livré ici versus nous qui le faisons après l'école ou avant, tout dépendamment. D'avoir des aliments qui sont déjà prêts à être consommés, là, lavés, qui sont déjà tout ça, ça aide, ça sauve du temps parce que c'est pas toutes les écoles qui sont munies là, de plusieurs lavabos, de lab cuisine et autres. Là. Ensuite de ça, nous inviter aussi sur les lieux quand c'est possible d'aller voir. Nous, on a eu des invitations, on est allé dans des champs, on est allé cueillir. Après ça, on s'en va visiter une ruche prochainement, des gens qui ont des ruches. Tu sais, on va vraiment souvent à la ferme à côté ici, voir les animaux. Tu sais, d'aller dans le milieu aussi, c'est vraiment apprécié là, pour faire connaître d'où ça provient, de connaître la source là, du projet. Puis, tu sais, de vraiment vouloir faire un partenariat, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, là, puis que souvent les écoles pensent vite, vite, là, non, j'ai pas le temps, mais finalement, quand on s'élargit puis qu'on s'ouvre à ça, ben, il y a vraiment des belles possibilités là, qui sont possibles de faire. Ben, merci. Puis c'est vrai que c'est intéressant. L'inverse aussi, pas seulement aller vers le producteur, vers l'école, mais l'inverse, aller visiter, aller sur place, un peu comme Catherine en parlait avec la découverte de quand on plante l'ail. C'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi pour l'aspect pédagogique. Ça m'amène à ma deuxième piste d'action parce que oui, la logistique compte, mais comme on le dit, ben, la mission première de l'école, ben, c'est la pédagogie, c'est un lieu d'apprentissage. Donc, un levier qui peut être très aidant, ben, c'est d'intégrer un volet éducatif à l'offre alimentaire. Donc, l'école a besoin d'aliments, oui, mais aussi besoin d'outils pour aider les jeunes à comprendre ce qu'ils mangent et d'où ça vient. Donc, on ne parle pas nécessairement de monter un programme complet ou du matériel lourd. Là, on a eu plusieurs exemples de façon d'intégrer. Ça peut être des fois juste un petit plus, une fiche d'une page sur l'origine d'un produit, une histoire de ferme. Encore mieux, aller visiter la ferme, rencontrer les producteurs directement, mais ça pourrait être juste la photo du producteur, une capsule vidéo que vous tournez au cellulaire. C'est une façon de faire vivre un petit peu, dans le fond, les produits aux élèves. Ça peut être intéressant. Pour les écoles, ça permet d'enrichir l'expérience des élèves. Ça donne sens au geste d'acheter local aussi. Ça peut permettre aux équipes scolaires de mieux valoriser les produits. Donc, des petits ajouts, mais qui peuvent avoir un impact important.
Et pour que ces projets aillent encore plus loin et s'installent durablement, il y a un élément qui fait aussi la différence, qui est la troisième piste d'action que je veux vous présenter, qui est de créer des partenariats durables avec les autres acteurs locaux et régionaux. On avait un bon exemple tantôt avec Saint-Camille, puis on pourra en reparler tout à l'heure. Donc, travailler avec les autres acteurs de votre territoire, c'est un point qui est vraiment important. On le voit partout, les projets qui tiennent la route ne sont presque jamais portés par une seule organisation. Donc, s'associer avec des organismes à but non lucratif, des acteurs de la santé publique, des groupes communautaires, ça peut alléger beaucoup la charge du milieu scolaire. Ce sont des partenaires qui peuvent animer des activités, soutenir la distribution ou simplement qui pourraient faire connaître vos produits dans les écoles. S'arrimer aux tables locales et régionales, que ce soit en sécurité alimentaire, en réussite éducative, en développement social. Ça permet aussi de mieux comprendre les besoins du milieu. Et puis, ça peut vous positionner comme un partenaire crédible, comme quelqu'un vers qui les écoles peuvent spontanément se tourner. Il ne faut pas oublier votre table de concertation bioalimentaire. On est au bon endroit pour en parler, mais votre table bioalimentaire régionale peut vous mettre en lien avec les bonnes personnes. Puis souvent, ils ont plusieurs outils pour dénouer justement certains enjeux logistiques. Ils ont connaissance des producteurs du territoire, tout ça, des écoles avec qui entrer en contact. Donc, contactez-les. Je pense qu'il y a il y a des contacts à prendre. Justement, en parlant de logistique, il existe plusieurs occasions de mutualiser les efforts. Je pense à des tournées de livraison partagées. Ça peut être des points de chute communs, des distributions coordonnées. Quand on agit à plusieurs, on diminue les coûts, mais on augmente la portée aussi puis la stabilité des projets. Puisque le prix reste souvent un frein important pour les écoles, pensez à l'accessibilité économique, ça fait aussi partie des partenariats. Ça peut prendre la forme d'un tarif scolaire, de rabais, de volume, des formats adaptés à des petits budgets ou encore des collaborations financières, donc un OBNL, une fondation qui vont venir compléter un financement. Pour certaines entreprises aussi, comprendre un minimum les règles d'achat public ou se regrouper entre producteurs, passer par un distributeur existant, ça peut aussi faciliter des ententes plus durables. Bref, plus vos initiatives sont bien arrimées au territoire et accessibles financièrement, mais plus ça devient réaliste pour les écoles d'acheter local année après année. Donc, pour compléter ce fait saillant, j'aimerais aller chercher le regard terrain du côté du Centre de services scolaires des Rives du Saguenay. Donc, Marie-Claude, selon vous, quel petit changement administratif ou économique fait vraiment une différence pour aider à l'achat local dans un centre de services scolaires? En fait, il faut comprendre que depuis quelques années, on a la mesure d'aide alimentaire qui descend dans chaque école. Donc, la somme d'argent dédiée, c'est rattaché au nombre d'enfants inscrits dans l'école. Donc, on comprend rapidement qu'un petit milieu de 15 ou 20 enfants, on parle d'à peu près 75 pour l'année à faire vivre de l'éducation alimentaire durable. Donc, ça, c'est un de nos premiers enjeux. C'est peut-être de travailler différemment. C'est plutôt d'aller chercher les milieux où le désir de l'éducation alimentaire par des projets sont plus forts, ou c'est aussi de peut-être reclasser la somme d'argent différemment selon justement les intérêts, les activités, la réalité du milieu. Donc ça, c'est une demande qu'on essaie beaucoup de travailler au niveau des finances, des ressources financières d'un centre de service, à savoir à mieux je dirais pas, équilibrer, ou c'est-à-dire mieux départager l'argent pour nous assurer un minimum d'activités réalistes dans une année. On le sait très bien qu'une fois, un atelier aura très peu de répercussions et surtout le jeune oubliera très rapidement tout le bienfait d'avoir vécu ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en travailler plusieurs durant l'année. Fait que ça, c'est un des points. Essayer de voir à recevoir une somme d'argent qui va être qui va répondre aux besoins du milieu. Ensuite, c'est la possibilité aussi de réfléchir à des petits budgets, à des milieux où on a peu d'élèves avec peu de budget, donc des formats, des fois parfois retravailler le format ou de livrer en vrac, par exemple, plutôt que d'y aller avec certaines portions ou formats qui concordent moins dans notre réalité. Ensuite, les avantages des produits de fin de saison ou les produits qui sont idéaux pour de la transformation, mais qui pourraient être vraiment, que parfois nous, Alexandra l'a bien nommé, on a peu de temps dans le milieu scolaire, donc de prendre l'initiative d'appeler le marchand puis de demander est-ce qu'il vous reste des carottes qui sont en fin de vie, si on veut, on a très peu de chances de le réaliser. Donc, si à l'inverse, le producteur
l'agriculteur ou le maraîcher peut nous interpeller en nous nommant voici les disponibilités avec un prix accessible de fin de saison. Ça, c'est très gagnant. Et évidemment, c'est de vous connaître, c'est d'avoir une belle, on l'a nommé depuis le début, là, faire une visite chez vous, mais à l'inverse aussi, puis de prendre conscience qu'il y a un humain, il y a une équipe à l'arrière de cette production. Donc ça donne le goût aussi. Puis quand on a des belles expériences, un bel échange, une facilité d'aller chercher ces aliments-là par la livraison, par l'accessibilité, les quantités, les heures justement qu'on livre, ça nous donne le goût aussi après là, de reproduire cet même exercice année après année. Puis aussi, c'est de voir que le jeune, c'est notre futur, notre futur adulte. Donc, on a une clientèle qui est parfaite pour pouvoir faire découvrir puis perdurer là, dans le temps par rapport à l'achat local. Merci Marie-Claude, ça donne des bonnes pistes de solutions. Avec tout ce qu'on vient de voir, ben, on a une bonne idée de ce qu'il y a des collaborations à s'ancrer, à durer aussi entre les écoles et les entreprises. Donc, je veux vous proposer qu'on aille du côté terrain, qu'on passe à notre prochain bloc d'échange, notre bloc d'échange final. Catherine, selon votre expérience, qu'est-ce qui a aidé pour que votre projet trouve sa place dans une école? Qu'est-ce qui compte le plus selon vous pour que ça se passe bien avec les écoles? Ben moi, j'ai vu qu'il y a. Moi, je me suis mis à cibler des profs ou une éducatrice qui est vraiment motivée par l'agroalimentaire. Fait qu'il y a il y a toujours des personnes pivots ou des projets qui sont aussi déjà en place. Là, présentement, le projet que je mène avec 100 degrés, c'est les collations. Donc, on va faire la collation avec le service de garde en fin de journée et un smoothie aussi sur l'heure du service de garde, sur l'heure du dîner. On a déjà beaucoup d'activités. Là, je vous ai dit que c'est un milieu très vivant. Donc, dans les temps de classe avec les enseignants, on a déjà beaucoup d'activités et agroalimentaires et culturelles. Puis, comme je disais, c'est important d'aller voir qu'est-ce qui se passe déjà sur le terrain ou qu'est-ce qui inquiète l'école. Nous, en fin d'année passée, là, on avait à la grosseur d'école on avait 2 techniciennes en service de garde. Là, on n'avait pas assez d'inscriptions pour les garder les 2 au service de garde. Fait que là, on se demandait comment on peut rendre le service de garde aussi plus attrayant. Fait que là, moi, quand je suis arrivée avec le projet, ben, une fois par semaine, on offre la collation, on fait un atelier culinaire, on va essayer de créer, il y a plusieurs personnes qui se sont mobilisées pour créer des soirées projets au service de garde pour qu'ils soient plus attractifs. Donc, c'est ça, d'aller travailler. Moi, j'ai choisi d'aller chercher des personnes pivots ou des stations qui en avaient besoin ou qui étaient, c'est ça, qui intéressaient plusieurs personnes. Après ça aussi, je trouve que ce qui est important, c'est d'aller voir, c'est ça, qu'est-ce qui se passe déjà? Nous, notre plus grande activité de financement avec l'école, c'est un dîner spaghetti. Ça fait 25 ans que c'est là. Là, OK, la communauté y tient. Comment on fait pour bonifier ça, justement, pour aller avec une éducation alimentaire et des aliments locaux? Fait que là, ça fait 3 ans que le vendredi, puis là, c'est vendredi cette semaine, on va couper les légumes avec les élèves. Donc, le vendredi, toutes les classes participent à couper plusieurs kilos de légumes qui s'en vont dans la sauce. Le samedi, c'est les familles qui cuisinent la sauce. Puis le dimanche, on a des bénévoles d'un peu partout de la communauté. Le personnel enseignant, la direction est là au service du spaghetti. C'est un des événements qui attire le plus de monde au village, à part la Saint-Jean-Baptiste, je vous dirais là. Fait que, tu sais, en ayant quelque chose qui existe déjà, on a réussi à greffer ça. À partir de là, ben là, moi, j'ai dit, ben, on a des épinards printaniers chez nous, on va rajouter des épinards dans la sauce locale. À l'automne, on cuisine des herbes salées avec les classes aussi. Donc là, en ajoutant ça à la sauce, ça rajoute un lien. Puis là aussi, tu sais, même chose, on a décidé de partir des pousses pour faire des centres de table pour le dîner spaghetti qui vont aussi être vendus en financement. Fait que ça, c'est un exemple où est-ce qu'on a décidé d'ajouter plusieurs projets à un projet, à une activité qui était déjà en place et déjà soutenue par la communauté. Après ça aussi, c'est ça, ce que je trouve important aussi de mentionner, j'en ai parlé tantôt, d'avoir des projets intermédiaires, là,
Nous, on a eu la chance dans notre MRC d'avoir un projet qui est supporté par Santé Canada qui fait que dans les 10 écoles du coin, on a un budget puis on a des animateurs qui vont mettre sur pied des communautés de nourricières. Fait que ça aussi, ça leur a ajouté une crédibilité. Puis ça aussi, ben là, avec ça arrive une brigade alimentaire puis une banque de recettes. Donc, ça nous permet d'offrir aussi des clés en main qui sont, qui sont faciles à accepter et à recevoir par le personnel. J'aime ça, l'idée de travailler avec des personnes pivots, puis comment vous avez utilisé ce qui existait déjà. Puis moi, la sauce à spaghetti, ça me donne faim, tout ça. Ça doit être une très bonne sauce. Alexandra, comme enseignante, qu'est-ce qui fait qu'un projet alimentaire fonctionne bien dans une classe? Comment ça se passe pour vous quand votre école veut s'approvisionner auprès d'un producteur? En fait, d'abord, il faut que ça soit une décision réfléchie d'équipe. Il faut que l'équipe soit embarquée parce que ça ne peut pas être piloté par un ou deux membres personnels. Il faut vraiment que tout le monde ait envie puis que chacun utilise ses forces pour venir travailler sur ce projet-là. Parce qu'il n'y a pas juste le fait de trouver des idées, là, il y a plein d'autres choses autour. On parlait d'approvisionnement tantôt et autres. Faut avoir une banque de parents aussi qui sont disponibles pour venir qu'il faut venir nous aider. Puis, il faut être ouvert à dire cette journée-là, il n'y aura pas de crayon, il n'y aura pas nécessairement de papier, mais il va y avoir des apprentissages de la vie. Il va y avoir des apprentissages des compétences transversales, comme Mme Marc-Claude parlait tout à l'heure. Dans le sens où est-ce que l'école, c'est l'école de la vie aussi, donc d'apprendre à cuisiner, d'apprendre à partager, d'apprendre à collaborer, à vivre ensemble, à se donner différentes tâches, puis à voir que quand on cuisine, ben il n'y a pas juste le fait de tout mélanger puis de manger, il y a la partie après aussi, de ramasser, tout ça. Donc, tu sais, dans le sens où ce sont nos citoyens de demain qu'on est en train de faire grandir, là, puis de voir que on a des bonnes habitudes de vie à prendre aussi, d'avoir des gens qui partent à la maison avec leur papier puis leurs recettes, puis qui veulent le reproduire, qui veulent le refaire aussi. Donc, ça, c'est vraiment plaisant. Puis, tu sais, déjà que le jardin communautaire a appelé dernièrement pour dire est-ce qu'on fait des pousses cette année pour notre jardin bienveillant à la communauté. Puis, tu sais, c'est une roue, là, tu sais, dans le sens où déjà, on est en train de penser à l'année prochaine selon ce qu'on va planter. Tu sais. Puis la deuxième partie de question, c'était, ben c'est ça, l'approvisionnement. Ben là, pour l'instant, nous, à notre première année, ben c'est nous qui interpellons un peu partout les gens. On espère qu'ils gardent le contact, puis que l'an prochain, ben on ait des téléphones en disant l'année passée, vous nous aviez pris tel produit. Est-ce que vous les voulez encore cette année? Est-ce qu'on pourrait vous offrir ça aussi? Donc, vraiment de nous approcher pour qu'on puisse continuer là, de collaborer tout le monde ensemble, puis de faire vivre ça, puis d'apprendre aux enfants que d'acheter local, d'acheter autour, ben c'est ça qu'il faut faire pour que notre communauté continue de grandir, puis continue de s'épanouir là, tous ensemble. Je pense que ça répond à la question. C'est intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs écoles qui vont s'inspirer là, de votre expérience pour bâtir des projets, peut-être débuter certaines initiatives. Marie-Claude, si vous aviez un message à donner aux entreprises bioalimentaires pour qu'elles deviennent des partenaires durables avec des produits qu'on peut racheter chaque année, ce serait quoi? Mais en faisant un petit rebond avec Alexandra, là, de notre côté, ce qu'on a mis en place, c'est de s'assurer que dans le projet éducatif de l'école, ce soit bien inscrit dans une des cases. Hein. C'est vraiment du pratico-pratique. En fait, chaque centre de service a un plan d'action sur un temps X d'années, 3 ou 5 ans, je crois. Et ensuite, chaque école doit se référer à ce plan d'action, centre de service. Donc, nous, c'est un désir. On a vraiment un point où l'éducation alimentaire en fait partie. Ensuite, l'école, une fois qu'elle a mis bien cette ligne, ce désir dans son projet éducatif, inévitablement, il y a une durabilité qui va se faire, en tout cas sur un cycle de quelques années, le temps de revoir le plan d'action. Et vous l'avez tous bien nommé là, en exemple, la communauté, le conseil d'établissement, les parents, l'organisation de parents participatifs, entre autres, les OPP. Tout le monde doit effectivement se concentrer à un objectif qui est bien inscrit dans un plan. Et à partir de là, c'est plus facile de
créer une cédule ou de créer un horaire cyclique. Et chaque année, il y a des thèmes de base qui reviennent. La pomme, la citrouille, c'est inévitable puisque ça fait partie des saisons, mais c'est aussi des apprentissages au niveau, exemple en sciences, les parties de l'œuf doivent être revues, la chimie au niveau du pain avec les levains. Donc, c'est de se rattacher au travers du programme scolaire en étant soutenu par une équipe à l'interne de l'école et vous, comme expert externe, de faire vraiment des liens communs et pourquoi pas prendre du temps au niveau communautaire, se créer un petit comité. Évidemment, ça prend des gens qui y croient beaucoup, mais je pense que c'est faisable de garder cette pérennité en mettant une base solide, en s'assurant aussi de créer une certaine routine. Je termine en nommant la différence, par exemple, dans le monde de la petite enfance, les CPE, où il y a un menu cyclique. Dans les hôpitaux, c'est la même chose. Le menu revient à chaque 4-6 semaines. Dans le cas du monde scolaire, c'est beaucoup du spontané, des projets rapides en lien avec un projet d'écriture, un projet mathématique. Et c'est là qu'est le défi de garder cette pérennité. Et peut-être que le fait de diversifier parfois chez vous vos produits permettrait peut-être un lien plus long durant une année scolaire. Exemple, vous avez la pomme, après ça, vous avez l'accessibilité de petites pousses que vous faites, par exemple, l'hiver. Donc, là, durant l'hiver, on est capable de vous relancer pour un projet autre. C'est sûr que tout ça reste encore à bien définir et ancrer avec le monde scolaire et les maraîchers, mais je pense que c'est d'avoir de quoi de plus solide dans l'objectif de l'école, finalement, du projet éducatif. Merci. Puis je vais justement passer du côté des producteurs. Je finirai en beauté avec une dernière question avec Catherine pour la conclusion du webinaire. Pardon, la conclusion du webinaire. Donc, votre école est vraiment au cœur du village. Vous nous en avez parlé. C'est au cœur de votre communauté. J'aimerais vous entendre sur l'importance du partenariat avec les acteurs, justement, de votre communauté. Je sais que c'est quelque chose qui est très central à Saint-Camille. Oui, j'en ai parlé, c'est ça, mais j'en ai parlé beaucoup parce que moi, ça m'épate tout le temps comment on grandit, on va beaucoup plus vite quand on travaille ensemble. Puis je vais y aller vraiment à titre d'exemple. Je vous dirais, nous, là, le premier projet qu'on a monté avec 100 degrés, c'est la Corporation de développement socio-économique qui l'a monté et qui l'a porté. C'était avec rapprocher les jeunes du bioalimentaire. Donc, les visites qu'on a faites, toute l'école est sortie à quelques reprises pour aller visiter des fermes. Puis, avec ce budget-là et avec cette énergie-là, ben, il y a certaines activités qui ont pu être tentées une première fois avec des subventions, puis où est-ce que là, ensuite, l'école a dit, OK, ben moi, j'ai envie d'embarquer, puis là, moi, je peux supporter une activité comme ça. Et après ça, nous, ici, on a notre municipalité aussi qui entretient les plates-bandes puis les terrains autour de l'école. Puis, il y a quelques années, on a décidé de planter des fines herbes vivaces. Donc, les fines herbes vivaces ont été produites à la Clé des Champs, ont été plantées par les élèves et sont entretenues par la municipalité. À tous les automnes, on va récolter les herbes, on achète des légumes locaux, puis avec des aînés et des membres de la communauté, au petit bonheur, notre cuisine et centre communautaire de l'autre côté de la rue, on fait des herbes salées qui sont empotées. Chaque élève repart avec un petit pot, donc on répand la bonne nouvelle dans toutes les familles. Puis après ça, tous les restants on planifie, les gros restants sont vendus au marché public, au marché de Noël, à notre salon de création locale. Donc, ça rayonne aussi beaucoup plus loin. C'est le genre d'exemple qui met beaucoup la communauté à contribution puis qui fait rayonner les activités de l'école. Puis les jeunes sont super fiers après ça avec l'argent des herbes qu'ils ont vendues, qu'ils ont ramassées. Un autre exemple de partenariat, notre municipalité a une machine à popcorn. Puis on dit, ben écoute, si l'école fait des activités, on vous la prête gratuitement. OK, nous, on s'est dit, bon, ben, cette année, on va planter du popcorn. L'année passée, on a créé des assaisonnements aux légumes différents. Puis là, tout bientôt, on a une activité, la route du lait, où on s'est dit, OK, ben, on fait notre beurre. Fait qu'à partir à partir de une machine à popcorn, ben, on rajoute des activités autour de ça. À part ça, tu sais, moi, comme fermière aussi, parce qu'on est une entreprise agro, ma ferme est en train de se démarquer pour être plus
une espèce de hub d'innovation, un pôle d'innovation alimentaire. On s'est doté d'une outil tech. Donc, on a plusieurs outils de transformation à la ferme. Donc, quand je fais les activités, quand l'école a besoin d'un déshydrateur, ben, ils peuvent avoir accès à ça. Un robot super puissant pour différentes activités. Ils n'ont pas besoin de se doter tout de cet équipement-là parce qu'on l'a. On a des espaces aussi dans notre chambre froide. Donc, tu sais, moi, quand je vais faire des collations, tu sais, là, on a dû acheter un congélateur pour l'école, pour les smoothies, mais ils ont accès aussi à une chambre froide locale. On sait aussi, je suis membre aussi du réseau des fermiers familles où il y a plusieurs projets aussi de paniers avec le réseau scolaire qui est possible aussi. Puis, c'est ça, le projet Smoothie aussi, on s'est dit, on va monter le projet Smoothie parce qu'en même temps, grandissait dans notre communauté un projet de glanage chez quelques producteurs de petits fruits locaux. Donc, pour éviter les pertes, puis on savait qu'il y avait des gens qui allaient faire le glanage. Donc, je savais que j'allais avoir un accès privilégié à une banque de petits fruits via Cuisine Amitié, via avec l'école aussi. Donc, c'est vraiment Puis ces partenariats-là, c'est ça qui permet de pérenniser les actions, puis c'est ça qui permet d'avoir des fils conducteurs dans toutes ces activités-là. Même si la direction changeait, même si le plan changeait, ben, je pense qu'il y a tellement de fils qui relient les activités partout que ça on aimerait ça que ça vive de soi, je ne vais pas dire ça parce que ça prend quand même de l'énergie et du budget à l'extérieur, mais ça rajoute, c'est comme un filet de sécurité autour de ces initiatives-là. C'est vraiment beau de voir comment tous ces projets-là sont ficelés puis comment c'est ancré dans la communauté. C'est super motivant. Merci infiniment à nos 3 intervenantes pour les échanges. J'aurai le temps peut-être pour une question du clavardage rapidement. Puis ça fait le lien, tu as nommé le mot budget. Mais il y a quelqu'un qui nous demande, qui dit Bonjour Catherine, arrivez-vous à mesurer les retombées économiques de vos projets avec l'école? Si oui, quelles sont-elles? Quelle part occupent ces projets dans votre budget? Je ne sais pas ce que vous auriez à répondre à cette question, Catherine. Juste pour ma ferme, parce qu'il y a plusieurs entreprises agroalimentaires qui participent au projet, c'est sûr qu'avec ces activités-là aussi, nous, on a aussi mis en place un cachet pour les producteurs qu'on va visiter, qu'on invite aussi, puis on valorise l'achat local. C'est sûr que dans nos budgets, c'est compté que, bon, la viande qu'on achète, on ne va pas la chercher chez Super C, là, on va la chercher au producteur Angus local. Donc, c'est ça. Mais pour ma propre ferme, j'ai pas mesuré exactement en termes de produits, mais comme on offre aussi des forfaits d'animation, des forfaits d'accueil au travers ça, je pourrais pas te chiffrer ça rapidement comme ça. OK, c'est bon. Ben, merci beaucoup. Donc, en terminant, mais je vous invite fortement à naviguer sur le site apprendre.100degrés.ca. Donc, vous allez pouvoir accéder à une série de cours en ligne et plusieurs outils et ressources si vous souhaitez implanter un projet en alimentation locale dans un milieu scolaire. Donc, n'hésitez pas là, à le partager avec les écoles avec lesquelles vous collaborez. Donc, merci beaucoup aux intervenantes encore une fois et merci à tout le monde d'avoir été présent pour le webinaire. Je vous remercie pour cette super belle présentation très pertinente et merci à tous pour votre participation à ce webinaire. L'enregistrement sera disponible dès demain sur le site du rtcbq.com. Puis, afin de nous aider à demeurer pertinent avec le contenu proposé dans cette série de webinaires, je vous remercie à l'avance de compléter le formulaire d'évaluation qui vous sera acheminé par courriel au courant de la journée. Donc, je vous souhaite une très belle journée.